Transport Nacat, un transport de qualité pour les professionnels et particuliers. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen pour le talk en direct à Marseille. Oui, Romain. je suis là, je suis avec vous. Romain, Oui. tu fais quoi là? C'est le talk. Non. Tu as vu les petites photos? Regarde sur le site, tu vois les vignettes et tout. Est-ce que tu crois que c'est encore toi là sur les vignettes? Non, mais je ne te vois pas non plus. Alors c'est vrai, C'est effectivement. pas faux. J'y suis pas, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Mais lequel de nous se rapproche le plus physiquement de Slim? Oui, c'est toi. Tu es plus slim que moi, effectivement. C'est donc moi qui vais présenter cette émission, si tu ne m'en veux pas. Salut Avec à tous et donc bienvenue pour le talk show. Mais regardez, plaisir quand même s'il ne présente pas, il est avec nous. Et il est là pour présenter, pour plaisanter. Voilà, tu vois la dualité des mots. Pour être sérieux aussi un petit peu, Romain Canuti. Ça va? Bonjour, Ça fait écoute, plaisir de te voir. Ça fait plaisir d'être avec Max aussi. Salut Max. Salut. en cette période de catch, tu mets à l'honneur Tout à fait, un beau t-shirt. ton groupe préféré et ça Pas nous de fait groupe plaisir. préféré, mais je trouve ce t-shirt joli. Et vu qu'on parle de groupe préféré, on est avec une bible de la musique, mais aussi une bible de l'Olympique de Marseille, c'est ce qui Légende. nous intéresse. C'est Jean-François Pérez qui est avec nous. Comment ça va? Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Ça va, merci. Mieux que l'OM. Ouais, mieux que l'OM. C'est sûr. On verra peut-être dans les questions-réponses, tu as quelques 45 tours derrière de légende et tu as ce qu'on appelle communément la Bible de l'Olympique de Marseille. Alors tu ne vas pas me contredire, puisque c'est toi qui l'as écrit. C'est bien sûr, regarde, mets-nous-le en gros plan s'il te plaît. Montre-nous ça, oui. Voilà. C'est vraiment super pour le coup. Et c'est pas Jeff qui nous demande d'en parler, c'est vraiment Non, nous c'est qui vrai adorons pour le ça, coup. quoi. Alors il l'a Merci, mise derrière merci. discretos. Mais Discretos, pas du tout, c'était pas le but. C'est juste que ça tient très bien dans mon bureau là, tu vois. là, elle est vraiment géniale. Non, c'est une Bible et on en reparle. C'est l'histoire illustrée, je crois, que ça s'appelle de C'est l'Olympique ça. de Marseille. Et Exactement. une fois de plus, c'est voilà. Des fois, on parle de culture club et compagnie, comment transmettre ça aux jeunes générations. S'il y a un livre sur l'OM à offrir à un oncle ou à un petit cousin, c'est celui-là. C'est un fils, ça marche aussi. Si c'est une fille, ça marche aussi. Ça marche, Ça marche c'est pour tout le monde. pour Et je vais même tout vous le dire monde, un truc pour tout tous à les l'heure, genres. si on a encore une minute. Et je vous Bien sûr. raconterai pourquoi, même dans cette période difficile, il ne faut jamais se décourager à l'Olympique de Marseille. Parce que parfois, quand on touche le fond, ça remonte à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer dans ce club. Eh C'est ben, l'histoire c'est de quoi ce club. C'est quoi, Jeff? On va commencer par ça, Oui, parce que le fond, là, on a besoin. on y est avec cette défaite à Lille, la 4e consécutive, destin européen qui s'éloigne, un quart contre Benfica qui s'annonce pas bien du tout. Bref, on va y revenir là pendant 1 heure, mais tiens, juste avant, si tu as une solution là pour remonter à la surface, on est tous preneurs, on t'écoute. Vous savez, on est quasiment à 60 ans d'un match incroyable de l'histoire de l'OM qui était OM Forbach, que tout le monde connaît pour les fameux 434 spectateurs. Okay, on est en 1965, le club est vraiment sur le point de disparaître. Il y a même la presse marseillaise qui s'y met en disant qu'au final, il vaudrait mieux que l'OM s'arrête là parce que ce club ne veut plus rien dire. Le club est en 2e division. Il ne peut même pas descendre en 3e division parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas, mais il se traîne au fond de la 2e division. Il y a ce fameux match OM-Forbach. Là, on se dit, et Jean-Paul Escal, qui était dans les buts de l'OM à l'époque, se dit « j'ai plus d'avenir dans le foot, on va vraiment passer à autre chose ». 3-0 ce match, l'OM reste en 2e division la saison d'après, et 12 mois plus tard, Marcel Leclerc est arrivé, l'OM est parti jouer à Luvonne, n'a plus joué au Stade Vélodrome parce que c'était trop grand, c'était trop beau, et 1 an plus tard, l'OM remonte en 1re division, et 3 ans plus tard, l'OM remporte la Coupe de France avec Marcel Leclerc, Zatelli et compagnie. Voilà. Ça veut dire que les moments dans ce club où on pense que tout est perdu, en fait, c'est le moment où on touche le fond de la piscine et où on est déjà en train de remonter. Voilà, c'est un petit peu d'optimisme. Donc tu es en train de nous annoncer que les Saoudiens repreneurs sont là. Voilà, il C'est nous ça. l'a dit. On l'a eu en Les direct. Saoudiens, je les vois davantage repartir à Monaco qu'à Marseille. Après, il y aura peut-être d'autres personnes un jour, peut-être, mais pas pour le moment.
En régie, je salue Loïc à la réalisation. Voilà, ça sera bien de couper ce passage. On va garder que le côté. Les Saoudiens arrivent. Hein, on entend ce qu'on veut entendre, bien évidemment. Les amis, allez, on démarre. Je vous salue sur le chat. Je vois que vous êtes déjà nombreux et que vous appréciez cette intro, on va dire, un peu en douceur. Malheureusement, ce n'est qu'une introduction. Il va falloir, on ne peut pas tourner autour du pot. Il faut démarrer par les vrais sujets. Et celui de cette première partie, c'est ce Lille-OM vendredi soir. On a beau avoir vu du football, Max, je sais que tu as regardé, on en parlera dans la troisième partie, ce Sporting Benfica samedi soir. On ne peut pas mettre comme ça sous le tapis si facilement cette défaite à Lille. Elle fait très mal parce qu'elle était annoncée. Je ne sais pas vous, mais moi, tout le monde autour de moi me disait alors le match, j'ai dit on va perdre. Et en fait, quand tu t'attends à perdre et que tu perds, ça fait quand même très mal, alors qu'on s'était préparé à perdre. C'est ça qui est terrible. Ouais, mais moi, je rajouterais par rapport à ce que tu dis que je suis un peu fatigué d'entendre certains discours qui laissent penser que, et c'est peut-être moi qui ai tort en disant ce que je vais dire, hein, mais qui laissent penser que Lille est bien meilleur que nous, que moi, effectivement, il est annoncé qu'on allait perdre. Effectivement, on a perdu. Mais j'ai pas trouvé non plus qu'on jouait contre une équipe contre laquelle on pouvait strictement rien faire. Et je me dis que ça laisse d'autant plus de regrets sur ce match, mais sur l'ensemble de la saison, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de matchs où on est passé à côté, alors qu'au final, je trouve pas les autres bien meilleurs que nous. Alors certes, on enchaîne les défaites, mais... Est-ce que tu réponds du coup à l'intitulé de la première partie? C'est pour Jean-Louis Gasset, quelque part, il y avait la place pour mieux faire? Ouais, il y avait la place pour mieux faire. Après, si tu sous-entends que c'est pour Gasset par rapport à son composition de départ, effectivement, on peut avoir des choses à dire. Après, voilà, on ne peut pas dire tout et son contraire. Moi, le premier, j'avais dit qu'il faudrait économiser Kondogbia et mettre Gueye, par exemple. Bon, il l'a fait, donc je peux pas le critiquer sur ce point-là. Maxence, il y a 6 jours d'écart. C'est important de le rappeler aussi, excuse-moi, mais le match vendredi soir à Lille, le match suivant Benfica jeudi. 6 jours. Oui. Alors, on a besoin d'être économisé. Oui, je t'explique pourquoi. Parce qu'on a eu une longue discussion avec Slim et Seb ce week-end et on n'arrivait pas à faire la compo de Benfica. De l'OM qui va jouer contre Benfica. Donc on va avoir à la faire nous aussi. Mais on n'y arrivait pas parce qu'on se disait non, si on met lui, voilà. Et donc si dans l'équation tu as enlevé Kondogbia, qui on sait est un joueur quand même plutôt fragile, depuis le début de la saison nous a prouvé qu'il pouvait sur certains matchs baisser pavillon, je pense que ça aurait été inquiétant. D'autant plus que Gueye, à mon sens, pouvait faire un Kondogbia un tout petit peu moins bon, et encore que sur les dernières prestations, Kondogbia n'était pas bon. Là où la vraie question se pose, c'est sur Unai, par exemple. Voilà. C'est plutôt sur ça que je me questionne. Mais je pense qu'après, Gasset a des têtes comme tout le monde et que voilà, il a des préférences. Unai et Luis Enrique. Romain, tu es de retour avec nous. Je suis obligé de te lancer sur ton chouchou. Ah oui, on est sur un très... là, c'est très haut niveau. Non, mais après, moi, c'est plus Enrique qui me choque dans la compo parce que, effectivement, je suis d'accord avec Max. Si tu mets Gueye, est-ce qu'il y a besoin de mettre Kondogbia? Bon, mais pourquoi mettre Unai et Enrique en même temps? C'est-à-dire que tu peux aussi te dire, sur mon banc, il y a quand même Mumbagna, il y a quand même Ndiaye. Tu sais que je porte pas forcément Ndiaye dans mon cœur, mais par rapport à Enrique, il y a 3 divisions d'écart. Donc moi, Enrique, j'arrive pas à m'expliquer ce qu'il fait encore à l'OM. Donc à partir de là, quand je vois la compo, déjà j'ai très peur. Après, je te coupe juste pour qu'on discute. Vas-y, bien sûr. Tu trouves pas que la prestation d'Enrique contre Paris est pour moi, malheureusement, parce que c'est grave d'en arriver là, parce qu'il n'a pas fait un super match contre Paris, mais pour moi, c'est la meilleure prestation qu'on a vue de Enrique à l'OM. Si, bien sûr, mais c'est dire. Donc ça, non, mais il y avait une certaine logique Non, mais moi je continuer à la je ligne. dis Enrique et Unai. Ouais. Je dis tu fais le combo. C'est-à-dire que si tu en mets un des deux. Dans la même zone. Comment? Dans la même zone. Relayeur avec droit, Garcia, latéral droit, qui n'a pas de pied droit. Donc, c'est très compliqué. Voilà, donc oui, moi, la compo. Et je vais dire sur Gasset pour répondre à la question, et comme ça, après, je laisse totalement répondre Jeff. Pour moi, depuis quelques matchs, j'ai quand même l'impression qu'il a perdu, je le dis souvent dans les émissions, dans l'OM au Café, je trouve qu'il a perdu un peu son mojo. Tu vois, le truc, quand il est arrivé, il était bien, il était zen, il était détendu. Les petits surnoms. Jean-Louis Gasset qui donnait les petits surnoms. Oui, aux joueurs. Voilà. Ouais. Et je trouve qu'il a perdu un peu ça, cette fluidité. Et même dans ses compos, dans ses changements, il fait son premier changement à la 65e. Alors qu'on a tous vu à la mi-temps
que c'était pas le bon soir de Luis Enrique, c'était pas le Luis Enrique de Paris. Fais le changement à la mi-temps. Je trouve que depuis, je pourrais le dire depuis Nantes, parce que Nantes on gagne, mais je trouve pas que la presta elle est super, tu vois. Je trouve qu'il y a quand même un peu des trucs. Je trouve que depuis Nantes, on n'a plus le même Jean-Louis Gasset non plus. Et moi, je suis un peu inquiet parce que je sais, et Jeff va me le confirmer aussi, l'OM ça broie vite les entraîneurs, ça les broie très très vite. Nantes, c'était déjà il y a un mois. Et Gasset, il a quand même 70 ans. Alors ok, il faut pas parler d'âge, nanani, nanana. Moi, je trouve que c'est plus le même Jean-Louis Gasset que quand il est arrivé. Je le trouve très fatigué. Je trouve que ses compos sont pas bonnes, ses changements sont pas bons. Je contre Paris pareil. Pour moi, il doit faire d'autres changements à des moments clés du match. Je suis pas rassuré par la suite par rapport à Gasset, même si je trouve qu'il a fait des trucs incroyables à son arrivée. Mais je trouve qu'il a perdu sa réussite et sa vista dans sa façon de gérer l'équipe. Tu auras noté, Romain, tu l'as dit, changement à la 65e pour Jean-Louis Gasset sur ce match. Ali 14 nous dit 65, c'est mon année de naissance. Alors, il faisait référence bien sûr au M Forbach, on en a parlé en intro avec Jeff. Jeff, justement, dis-nous un peu là, ce Lille-OM. Est-ce que tu as fait finalement, comme j'ai l'impression, un peu toute l'équipe, au moment de cet extérieur en retrait de Luis Enrique et cette glissade de Gigot, tu t'es dit, bon ben là, s'il y avait une petite chance, elle s'est envolée? Parce que je suis comme vous tous, c'est-à-dire qu'on s'attendait à une défaite de l'OM vendredi soir. Ça a duré un certain temps, on s'est dit, bon, au final, le match n'est pas si moche. Je ne trouve pas que là, la première mi-temps soit aussi catastrophique que ça. On est d'accord. Ouais, voilà, elle est pas moche. On a vu bien pire cette année. Et, par contre, on sait que dès qu'il y a un 0, c'est terminé. Et ce qui me pose problème dans cette équipe, c'est la démission mentale, en fait, qui arrive très, très, très vite. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir déjà épuisé 3, voire 4 entraîneurs. Vous savez qu'on est sur la saison record de l'OM. 4 entraîneurs, c'est un record, égalé la saison 94-95. Donc, ça veut dire que les états de grâce, ils ne durent pas cette année. Ils durent quelques jours peut-être. On l'a vu avec Jean-Louis Gasset. On s'est dit, ça va être génial et tout. Ça y est, le papy, il va nous remonter l'équipe au moins jusqu'à la fin de la saison. Les 100 jours de Jean-Louis Gasset, ça va être super. En fait, là où on pensait que les choses allaient s'améliorer, c'est là où les choses se sont arrêtées et je pense que c'est la trêve internationale. On s'est tous dit, il y a la trêve, ça va être formidable, les joueurs vont se requinquer, on va avoir un autre effectif derrière pour entamer le sprint final. En fait, vous avez vu que les uns après les autres, les joueurs internationaux se sont pétés. Derrière, on a récupéré un effectif qui était à la limite pour remplir une feuille de match pour jouer le Paris Saint-Germain. Et là, la saison, bien évidemment, elle se casse. Voilà, elle est cassée désormais cette saison et on le sent très bien chez les joueurs. Maintenant, autant en début de saison, parfois et souvent, ils remontaient au score et ils arrivaient à prendre des points. Autant maintenant, on a bien compris que dès que l'adversaire marque un but, c'est la fin du match. Voilà, donc ça, c'est quand même un constat terrible. J'ai encore un espoir pour la Ligue Europa parce que ce club a une espèce d'ADN qui fait que même si il n'y a plus de raison d'y croire, il y a quand même malgré tout un petit pourcent qui fait qu'on se dit que l'OM peut le faire. Donc la demi-finale est possible. Après, ça sera terminé, on est d'accord. Mais on a encore au moins, on va dire, 1 ou 2 matchs sympas à vivre contre Benfica qui ne m'avait pas fait une impression délirante contre Toulouse en Ligue Europa. Voilà. Après, pour le reste en championnat, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est très très mal emmanché désormais. Jeff, garde la parole. Il y a pas mal de messages assez durs, on va dire ça comme ça, notamment Buburcès qui nous dit Gigot n'a rien à foutre à l'OM, en plus capitaine. Qu'est-ce que tu en penses? Tiens, Samuel Gigot, j'ai l'impression que il prend cher. Il a fait quand même quelques erreurs cette saison, le match de l'Ajax, il y avait son expulsion contre Metz, il y a eu quand même quelques déconvenues. Est-ce que pour toi c'est justifié là qu'il en prenne Et son dégagement contre Montpellier aussi. Ouais. Supporters ont la mémoire courte. J'en conviens, ce n'est pas le meilleur Samuel Gigot. N'oubliez pas la blessure à l'épaule. N'oubliez pas qu'il revient très vite, peut-être trop vite, parce qu'il n'y a pas le choix. Et peut-être que Gigot et Balerdi, ces derniers matchs, dans un effectif normal, dans une équipe normale, ils ne sont pas titulaires. Voilà, ils ont été obligés de reprendre sans doute trop tôt. Physiquement, mentalement, il n'y est pas. Je suis d'accord avec vous. Ça n'a jamais été le meilleur technicien, mais en général, il compensait par une espèce de grinta extraordinaire qui lui faisait parfois marquer des buts décisifs, faire des retours défensif incroyable. Là, pour l'instant, je pense que tout simplement, il n'a pas les moyens. Voilà. Donc, on ne peut pas demander, au moment où on se parle, plus à Samuel Gigot. Je trouve que les critiques sont justes sur la forme, mais je les trouve difficiles sur le fond parce que c'est quelqu'un qui ne triche pas sur le terrain. C'est juste qu'il n'est pas à 100%. Ouais, moi, je ne sais pas vous, les gars, mais pour moi, Samuel Gigot, dans la constitution d'effectifs, c'est une très bonne pioche. Je rappelle déjà qu'il n'a strictement rien coûté, que c'est quelqu'un qui est impliqué et qui a cette implication au club et que dans tous les grands clubs,
tu as ce joueur club voilà, qui est peut-être dans ta hiérarchie, dans une constitution d'effectifs, par exemple, peut-être dans une défense à 3, c'est peut-être le 4e, et il pousse les trois premiers, il est là à chaque... J'ai même envie de te dire que alors, forcément, en disant ce que je veux dire, je le critique un peu parce que quand je m'imagine le voir plus dans une défense à 3, c'est que je me dis que dans une défense à 2, ça m'inquiète un petit peu parce que forcément, il n'y a que 2 défenseurs. Mais c'est vrai que je trouve que quand on est 3 derrière, il a cette possibilité, comme Mbemba le fait très bien aussi, de pouvoir se projeter davantage vers l'avant. Et c'est ce qui lui rend ces matchs, on va dire, un peu plus Mais même intéressants. défensivement, si je peux me permettre, même défensivement, Ouais. il peut se donner des libertés d'aller chercher les joueurs. Ce que dans une défense à 2, il fait pas, il C'est ça. recule. Alors quand il joue à 3, je trouve qu'il avance beaucoup sur les mecs et que je le trouve beaucoup plus intéressant aussi. Malgré tout, juste C'est sur pas ça, possible de repasser à 3 ? bah on va voir. Moi, je suis pas fan de l'idée, mais parce que pour moi, notre meilleur match avec Gasset, c'est le match contre Villarreal et on joue pas à 3 derrière. Bon, après, c'est mon avis. Mais juste sur Gigot, il est victime aussi de la tectonique des plaques des supporters. C'est un truc que je développe aussi, ça. C'est qu'il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui devient le bouc émissaire d'une situation compliquée. Il y a 3 mois, on ne parlait pas de Gigot comme d'un imposteur parce qu'il a trop la grinta, il est trop marseillais. Là, on a trouvé ce petit paradigme, ce truc où on va aller le chercher. Maintenant, c'est ça. Il y a 2 mois est apparu aussi le TSH chez nous, tout sauf Harit. Pourquoi Harit ? Bon, parce qu'il ne marque pas des buts. Ok. Il y a 1 an, c'était quoi ? Rongier, il est incapable de marquer, il n'a pas sa place à l'OM. C'est un CRS. C'est un CRS. Il y a toujours ce petit truc, cette petite chanson chez les supporters, et j'en étais un, donc je connais. J'en ai pourri des joueurs, des centaines. Je connais comment ça marche. Je sais qu'il y a toujours cette volonté de chercher un coupable, plusieurs coupables dans des situations. Kondogbia en ce moment, Kondogbia il a raté 3 matchs. Du coup, maintenant, il est tout le temps blessé. C'est Diaby et il a pas sa place à l'OM. Moi, Kondogbia, j'espère qu'il sera là l'année prochaine. Je te le dis clairement, parce que s'il faut s'appuyer sur des Unai, des Pape Gay, on ne va pas avancer loin. Kondogbia, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a fait des très bons matchs cette saison et qui, depuis un mois, est à la cave. Après c'est factuel. Il n'y a pas mais c'est non vrai plus que de c'est pas mal fumée sans ton- feu quand même. Parce que tous les matchs que vous avez cités et toutes les bourdes que Gigot a faites sur ces matchs-là, forcément, ça te laisse. Oui, mais tu n'es pas obligé ça te d'aller dans donne- l'extrême. Ah non, mais je te dis pas d'aller dans Moi, l'extrême. j'ai lu des Mais trucs. j'ai forcément, entendu des moi je trucs. trouve que je le trouve décevant. Voilà, je peux pas dire mais moi statique, aussi. Là Moi où je vois par contre le phénomène sociétal, j'ai envie de dire, Ouais, que je décrit pense. Romain et qui est très intéressant, et justement cette image de tectonique des plaques, c'est que tu as véritablement 2 camps, et ceux qui par exemple se sont estimés lésés qu'on critique un de leurs joueurs qu'ils défendaient, au hasard Balerdi, quelqu'un dans le même exemple, secteur de jeu, aujourd'hui disent: vous avez critiqué Balerdi, Ouais. mais Gigot c'est ça, et je le vois là actuellement On dans a le eu ça chat. sur Amavi aussi. À un moment, il Voilà. était détesté. Ah, il est revenu. Ah, il est plus revenu. Ah, donc vous l'avez critiqué, donc Ouais, vous on a êtes... un historien, il faut lui demander s'il Oui. constate ça aussi. Mais Est-ce que ça se constate dans le temps, c'est vrai, avant même les réseaux sociaux, Jeff ? Oui, alors c'est marrant que vous parliez d'Amavi parce que j'étais à Brest en reportage il y a quelques semaines et j'ai croisé Jordan Amavi au réfectoire du FC Brest, absolument. Il est là, Il a pris bosse, un Paris-Brest en il dessert. s'entretient. Alors, dans mon souvenir, il n'y avait pas de pâtisserie au Ah. réfectoire. Elle est bonne la blague, mais il n'y avait pas de pâtisserie au réfectoire. Mais Jordan Amavi, ouais, ça fait partie des gens qui ont été vilipendés, qui se sont accrochés. Souvenez-vous qu'il était revenu une première fois à un très bon niveau. Avec C'était sous Villas-Boas, Villas-Boas, ouais. il me semble. Hein. Bien Voilà, sûr. c'est ça, exactement. La deuxième fois, hélas, ça avait été fatal pour lui et je pense que ça va être difficile de revenir. On lui souhaite, mais ça va être difficile. Mais en tout cas, il est à Brest aujourd'hui. Mais par le passé, des joueurs qui ont été rudoyés comme ça et qui ont réussi à revenir, vous avez dans un autre genre l'exemple de Didier Deschamps. Deschamps, c'est quelqu'un qui avait fait un premier passage à l'OM rapide et qui avait été contraint de partir parce que Tapi ne croyait pas en lui. Il avait fait 6 mois, il était parti à Bordeaux, figurez-vous, avant de revenir une saison plus tard. Et Deschamps s'était imposé en disant à Tapi: non, mais attendez, moi j'ai le niveau pour jouer à l'OM, prenez-moi, je dois être un titulaire dans cette équipe. Il s'était accroché, il était arrivé avec la carrière qu'on lui connaît. Mais il faut avoir la carrure, voilà, il faut avoir la force mentale d'arriver à ce genre de choses et tous les joueurs n'en sont pas capables, a fortiori aujourd'hui où un joueur arrive avec son contrat derrière l'oreille. Parfois ça dure 6 mois et puis on va passer à autre chose parce qu'on s'en fiche d'être là ou ailleurs. Voilà, c'est l'un des problèmes aussi. Et point positif, puisque sur ce match de Lille, on le rappelle, excellente prestation de Leonardo Balerdi. Voilà, faut le
Faut le C'est dire, pas la voilà, comme quoi on minimise pas ses performances, ceux qui s'en Et, inquiètent. Jeff, justement, toi qui es souvent sur Paris, excuse-moi Romain, je me Bien dis ça. sûr, Mais toi qui es souvent. présente un peu. Est-ce que, est-ce que tu trouves pas que le regard. Moi, j'écoute souvent des émissions un peu parisiennes, entre guillemets, hein, Allez, sans Stéphane être Guy. négatif. Pas que. Tu veux parler pas que, de pas Stéphane que, Guy. pas que. Je vais pas citer d'autres émissions, mais je trouve qu'il y a presque un délit de sale gueule sur Balerdi. Nous, toi, je sais, tu regardes tous les matchs, Jeff, nous, on regarde tous les matchs. On a affaire à un sacré joueur cette saison. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais comment t'expliques la différence entre nos analyses à nous et celle peut-être de la capitale sur les prestats du joueur? Je trouve en effet que Balerdi fait une très bonne saison, surtout quand on se souvient, on va dire, des moments inégaux du joueur depuis qu'il est arrivé à l'OM. Mais n'oubliez pas que c'est un jeune défenseur, qu'il est toujours en train de progresser, que c'est pas forcément facile en changeant d'entraîneur tous les ans et a fortiori tous les 6 mois et tous les 3 mois maintenant. Pourtant, il s'est accroché. Il nous met ce but exceptionnel contre Monaco, qui est un petit peu le symbole de sa saison, parce qu'il prend des risques offensifs. Il montre quand même que c'est devenu finalement le patron de la défense marseillaise désormais. C'est le joueur avec Chancel sur lequel on s'appuie le plus volontiers quand ils sont à 100%, et c'est normal. Voilà, donc Balerdi, pour moi, réalise une saison qui justifierait presque qu'au mieux pour le club, on le garde et on le valorise, et au pire pour l'Olympique de Marseille, il part et il laisse de l'argent dans les caisses. Moi, je préférerais qu'il reste, évidemment. Je pense qu'il faut vraiment construire sur lui pour les saisons qui viennent. Ensuite, pour le reste, c'est un joueur qui est argentin, qui a un caractère, on va dire, affirmé, qui parfois n'hésite pas à utiliser de certaines ruses pour prendre le dessus sur son adversaire. Et je pense que Balerdi paye à la fois cette espèce, oui, ce petit délit de sale gueule, je pense qu'on peut le dire, le fait d'être un défenseur un peu dur dans une équipe de l'OM qui a souvent été montré du doigt pour ce genre de choses, le fait qu'il soit également avec Gigot qui ne laisse pas sa part au chien. Voilà. Donc on se retrouve avec des défenseurs qui sont des cibles faciles, on va dire, quand il s'agit de dire qu'on est soit pas assez technique, soit trop physique. Après, si on veut être complet aussi sur l'analyse de Balerdi, je me souviens quand on faisait les émissions il y a 3, 4, 5 ans, on disait aussi, chaque fois qu'il fait une erreur, que ce soit une erreur de marquage, une erreur de placement, une faute technique, De relance aussi. de relance, souvent, Bien à faire. ça causait un but. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la roue elle a tourné. C'est-à-dire qu'on oublie que sur certains matchs, il fait des petites boulettes parce que la roue elle a tourné et sur ces occasions-là, il n'y a plus de but. Là, c'est lui qui se reprend par exemple à Lille sur une erreur. C'est lui qui revient bien. Mais si c'était il y a 2-3 ans, peut-être qu'il y a but et derrière, l'analyse elle est tout autre parce qu'on dit, voilà, boulette de Balerdi, but. Ce qu'on disait il y a plusieurs années, c'était ça. Hein. C'est qu'à chaque fois qu'il faisait une boulette, il y avait but derrière. Bon, là, il en fait beaucoup moins. Et en plus, quand il en fait quelques-unes, il n'y a pas Il y a but. une progression aussi. Il a pris Progresse, c'est tout. le niveau qu'il a en Non, mais- deuxième mi-temps mais- sur ce mais- match. mais- Non, mais ce que dit Max, c'est contre Villarreal, par exemple, Ouais. fin de première période, il manque de causer un penalty. Oui, c'est vrai. et ce que je veux dire aussi, c'est que Exact. quand ça arrivait par le passé, derrière, il est comme nous, hein, il ouvre le journal, Balerdi a coûté un but, alors que là, derrière, il n'y a pas de discussion sur ça, puisque c'est un épiphénomène dans le match et on n'en parle plus. Voilà, on va essayer de plus en parler de ce Lille-OM parce que c'est vrai que c'était pas ouf. On va essayer de se projeter sur la Coupe d'Europe, mais aussi se projeter sur le championnat et de voir un peu s'il y a un nouvel objectif désormais parce que le podium, la 4e place, le podium des 4, là, je crois qu'il faut oublier. Je dis qu'il faut oublier, vous allez peut-être me dire que la 4e place est encore faisable, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites les gars? On va voir peut-être le classement. Max, on oublie? Je ne l'ai même pas regardé le classement, donc je vais compter avec toi. Il y en a combien maintenant de points? Ah, tu l'as même en face maintenant. Eh bien voilà, regarde, Ouais. tu peux regarder Ouais, pour on le oublie, podium hein. des 4, On oublie. c'est 10 points. Ouais, mais il y a... N'oubliez pas que le championnat est à 18, il n'y a plus que 6 matchs. Hein. Ouais, c'est ça. on n'oublie pas. On a compris. Surtout que d'habitude, on prend les points contre les petits, donc maintenant, on nous en a C'est enlevé vite 2. fait, hein, tu as 18 points à prendre. Même si tu fais 18 sur 18, ça veut dire que Lille n'en ferait que s'ils en font que, ne serait-ce que la moitié, ils resteront devant toi. Donc je vois pas comment c'est possible. Ah, moins d'un miracle. Mais voilà, pour l'instant, il faut rester sur Oui, d'autres parce que Lille, mais il y a aussi d'autres équipes qui sont devant, hein, puisqu'il y a aussi 4 places d'écart. Oui, Bon. mais alors là, pour Non, le mais coup, si on si fait tu faisais carton 18 plein, sur on les 18 dépasse. et que Lille n'en faisait que 9, là, je pense que moi, je mise gros qu'on soit dans les. Alors à les la 4 premiers. lecture, messieurs, de ce classement, on voit deux équipes qui ont une petite forme en ce moment, c'est Nice et Lens.
Est-ce qu'il y a de quoi se dire que la 5e place, c'est réalisable? Il y a 5 points d'écart entre l'OM et Nice, alors qu'il va y avoir, je le précise, un OM-Nice. Vu les prestations de Nice et de Lens, je te dirais oui. Mais vu nos prestations à nous, j'ai envie de te dire... Le problème dans le non. football, c'est qu'il y a des matchs. Voilà. Après Jeff le soulignait tout à l'heure, on a perdu gros pendant la trêve. Je ne sais pas les infos, vous en avez certainement plus que moi, mais moi j'ai aussi bon espoir de me dire, et si des fois on récupérait lui, et que d'un coup tu te mets à regagner un match, parce que bon, Sarr, Klose, on les a critiqués à certains moments quand ils jouaient, surtout Klose, puis finalement on s'aperçoit aujourd'hui que quand on l'a pas, il nous manque beaucoup. Donc il y a des joueurs qu'on peut espérer récupérer pour la dernière ligne droite, et pourquoi pas coiffer ces équipes-là sur le poteau. J'y crois pas. Ces deux, on espère les récupérer. Hein. Même Gasset, il espère les récupérer dès jeudi prochain. Le truc, c'est que c'est compliqué parce que les ischios, tu connais très bien. Tu sais, là, on est à une semaine, on ne sait pas comment ils seront la semaine prochaine. Donc l'espoir, c'est de les récupérer pour jeudi prochain. Mais non, mais là, on parle championnat. Même si tu les récupères pas pour jeudi prochain, tu peux peut-être les avoir pour tes 6 derniers matchs. Pour Nice, et c'est pas la même équipe quand même parce qu'on a aussi beaucoup parlé des défaites de l'OM par rapport au premier match de Gasset. Le niveau des équipes n'était pas le même, mais ton équipe aussi n'était pas la même. Forcément, il te manquait des joueurs. Objectif 5e place pour toi aussi, Jeff? Oh là, je vous trouve bien optimiste. Pas dit ça, moi. Je vais être tout à fait franc avec vous. Je regarde pas mal de matchs et même ceux des adversaires de l'OM. Ces dernières semaines, j'en ai vu beaucoup. Et si vous remonterez le classement, je peux vous dire ce que je pense être des équipes meilleures que l'OM et qui termineront devant d'ici à la fin de la saison. Allez, vas-y. Brest, Monaco, Lille, on n'en parle plus, ça sera devant. Donc votre question, c'est top 5 ou pas top 5 Nice, je pense que c'est au coude à coude, mais Nice a quand même 5 points d'avance. Lens, je pense que c'est meilleur que l'Olympique de Marseille, parce que Lens, mentalement, il ne lâche pas, contrairement à l'OM. Reims, normalement, doit terminer derrière l'Olympique de Marseille. En revanche, vous avez 2 équipes avec lesquelles l'OM est au coude à coude en ce moment, qui sont Rennes et l'Olympique Lyonnais. Et autant la trajectoire de Rennes est à peu près similaire à celle de l'OM, je pense que les 2 équipes termineront grosso modo avec le même nombre de points, autant je pense que Lyon va passer devant l'OM. Donc tout ça pour vous dire que je pense que si l'OM termine 7e cette saison, ça sera déjà très bien. Après, je suppose que dans ce que tu dis, et je l'ai fait évidemment parce que je n'ai pas le calendrier par cœur en tête, mais regarde, on a fait des petites animations. Voilà, les 4 prochains matchs de Lyon, c'est Brest, Paris, Monaco et Lille. Donc en gros, ils jouent les 4 premiers du championnat. C'est pas dit non plus que le Lyon qu'on voit remonter au classement à toute vitesse sur ces 4 prochains matchs fasse beaucoup de points. Mais après, ils peuvent en faire aussi. Ils prendront un peu de points quand même. Ils n'auront pas que les défaites au compteur à ce moment-là. Ah non, mais bon, moi tu leur donnes combien? Juste par curiosité, tu leur donnes combien sur ces 4 matchs? Vas-y, refais voir le calendrier. C'est facile, hein, c'est ils reçoivent Brest, Paris, ils vont à Paris, Lille. ils reçoivent Monaco et ils vont à Lille. Donc s'ils reçoivent Brest, je pense qu'ils peuvent tirer un match nul. Paris, de toute façon en plus ils vont les jouer en finale de Coupe de France, donc Paris je pense qu'on oublie. Quoique, avec le Paris obsédé par la Ligue des Champions, vous avez bien vu samedi soir ce qui s'est passé avec l'équipe B, etc. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas imaginer un match nul aussi? Monaco, ils peuvent très bien faire un match nul également, même si Monaco, quand même, offensivement, c'est génial. Ce qu'ils font ces derniers temps. 3-4 points. Quoi. Et puis après, il y a Lille. Ouais, okay. Donc moi, on va dire que je les vois prendre minimum 3 points sur cette série de matchs. Mais de toute façon, les gars, je vous aime beaucoup, hein, mais les équipes, c'est la Ligue 1, c'est accroché. Moi, si je vois une équipe qui doit faire une série face à des concurrents et qui doit jouer 3 gros matchs, je ne sais pas moi, Rennes, PSG, Lille, ils vont pas faire 0 sur 9. Non, mais moi je te donne un exemple. Je te donne un exemple. S'ils prennent 5 points, par exemple, même 5 cas, je vais au-delà de Jeff. Moi, je pense qu'on est capable sur les 4 prochains matchs, nous, d'en prendre 7. Donc ça veut dire qu'on se retrouverait de nouveau avec 3 points d'avance. On vient de faire 0 sur 9. Oui, je sais. Mais bon, on a quand même. Tu suis quand même le championnat de l'OM. Tu as bien vu que tous les matchs à l'extérieur, on les perdait et que beaucoup de matchs à domicile, pour pas dire tous, on les gagnait. Donc. Nice, comme le disait Jeff, moi je pense qu'ils sont sur la pente descendante. Donc je pense, peut-être que je me trompe, mais qu'on peut les battre. Si tu les bats, t'es à 2 points. Quoi. Voilà. Et là, ça sera peut-être plus compliqué, mais ça va être notre. On a le calendrier de Nice. Ils vont à Lille au dernier match, déjà, c'est bien. Ils reçoivent Lorient avant de se déplacer chez nous, puis déplacement à Strasbourg qui n'a plus rien à jouer, réception du PSG
Comme dit, en Ouais, fonction avec le, Ouais, mais le ça, fameux c'est éventuel aussi quelque chose de pas logique, quoi. À un moment donné, il faudra se poser la question sur ça aussi. Parce que nous, nos matchs contre le PSG, ils se situent jamais par rapport au droit TV à la 34 ou 33 ou 34 quand il y avait 38 journées, mais à la 30e ou la 31e. Et je suis désolé, si aujourd'hui Clermont se sauve avec un point d'avance sur... Moi, je pense que d'autres équipes pourraient quand même pester grandement sur ce qui se passe en Ligue 1 avec ça. Mais personne ne dit rien, donc bon, je le dis là, puis c'est tout. Écoute, tu sais que de toute façon, avec Romain, on a regardé notre arbre généalogique. On a découvert qu'on avait pas mal de familles issues du même quartier de la Catalogne. Et que Oui, effectivement, tout nous à fait. serons. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que nous serons peut-être. Je l'avais pas, mais oui, tout à fait. Et même, moi, j'ai du monde à Bergame aussi. Ouais. Pour info. Je les salue, je les embrasse aussi. C'est vrai. J'ai du monde à Bergame. Juste pour répondre à ta question, parce que moi, personnellement, je pense qu'on a moyen de faire 7. Parce que notre calendrier, il n'est pas si difficile. Même si on va jouer 3 adversaires directs, qui sont Reims, Nice et Lens, on va jouer quand même Nice et Lens à domicile. Et d'ailleurs, moi, Gasset, il aura réussi son mandat s'il me fait 4 points sur 6 sur Nice et Lens. Hein. S'il me fait moins, pour moi, Gasset, c'est Kaka comme Gattuso, comme Marcelino. Hein. Non mais... Ben oui. Non mais Romain. Non, mais oui, la manière que tu as de le tirer. Ouais, Si tu veux espérer sur les 10 derniers matchs, Marseille-Lorient et le Marseille, prendre 6 points sûr. si tu et dois même prendre à 6 Reims, points tu pour n'as être... pas perdu à Reims. Tu as vu le match de Reims, ils sont quand même... c'est quand même pas terrible. Donc, personnellement, moi, je vise d'être européen pour plusieurs raisons. Déjà parce que on en a besoin pour le coefficient UEFA, parce qu'on se bat chaque année et il va avoir un gros trou sur les 50 prochaines années parce qu'on n'a pas réussi à être dans le top 7 de Ligue 1, d'une Ligue 1 à 18 avec des équipes médiocres cette année, ça me ferait mal. Et la deuxième raison, c'est qu'une Ligue 1 à 18, on le voit, c'est difficile à gérer. Parce que Nice, pourquoi il s'effondre aussi ? Parce qu'il y a de la lassitude. C'est qu'il y a des mois où ils vont faire 2 matchs, c'est Clermont et Lorient. Et bien au bout d'un moment, un effectif, on a un peu ras-le-bol, les supporters, ils y vont plus. Tout ça Donc, pour faire du Farioli-Ball en plus. Ouais, mais donc 34 matchs seulement dans une saison, c'est pas si bien. On peut se dire, Monaco le fait plutôt pas trop mal, ils arrivent à gérer leur saison, ça va. Nice n'y arrive pas. Alors qu'ils étaient partis très fort et qu'on disait c'est un rappelle, avantage. pour ceux qui nous suivent, que tu milites pour une Liga à 16 clubs depuis 10 ans. Bien sûr, mais parce que moi je nous vois européens. Donc ça me pose aucun problème. Mais effectivement, pour les petites équipes, j'espère pas en faire partie, c'est pas génial. Mais moi, comme Aimé Jacquet, oui, je voudrais, et il le disait dans les années 2000, je voudrais une Ligue 1 à 16 clubs. Pour qu'on puisse donner, et qu'on n'ait pas un enchaînement, tu vois là, on va avoir avril, où on joue tous les 3 jours, va te qualifier en Coupe d'Europe, va avancer, va faire une belle fin de saison. Moi, je veux un championnat où on est souple. D'ailleurs, ils y vont dans tous les sports. Hein. Ils réduisent le nombre de clubs par championnat dans tous les sports. Nous, on y vient petit à petit, on y viendra. De toute façon, tu verras. Hein. On se le souhaite. Rappelle-moi juste, 5e place, tu es qualifié direct pour l'Europa League. Oui. 6e. Oui, si le vainqueur de la Coupe est Paris. Oui, mais tu joues même pas une tour Non, première. direct. Et 7e 7e, tu fais le barrage de la Conference League pour accéder au pool. Ok. Donc 5 et 6, c'est pareil. Donc le barrage. Oui, si Paris gagne la Coupe. Voilà. Le barrage. T'imagines le de barrage Conference de la League. Conference League. Je te. Lille a failli se faire sortir à Rijeka cette année, en barrage. Ils ont été en prolongue. C'est vrai. Donc, c'est vrai. On est pas bien dire placé, du je match. pense, à Marseille pour savoir que ce moment-là de la saison est bien particulier. Tout à fait. Ouais. Oui. 15 août, Panathinaikos. Ouais. Hein. En France même, hein, je bien. pense que tous les clubs Ouais. français sont bien placés pour Monaco ces contre matchs-là. Eindhoven il y a une saison ou deux. Shakhtar. Voilà, c'est Maribor. rarement des moments où Shakhtar. Maribor, exactement. Oui, Moi, je me oui. souviens Il y a de eu plein Maribor d'exemples. pour Lyon. Il y en a plein, hein. Même Montpellier, je me souviens en Coupe d'Europe, c'est contre des... Metz Des s'était fait Slovaques, sortir contre des Finlandais. Voilà, enfin, en- Et alors attends, je finis, puisque comme ça, moi j'aurai toutes les infos. Si Paris gagne pas contre Lyon, il n'y a pas de 7e place. il y a pas et le 6e. Le 6e est Conference League barrage. Conference League barrage. D'accord. C'est la Ouais, place donc, de la Coupe de France qui va directement en d'accord. championnat. Mais c'est pareil. bizarre que ça libère la 6e place directement qualificative pour l'Europa League. Il y aurait pu avoir une tour préliminaire aussi, quoi. Et non, parce que les 2 places françaises sont qualificatives direct pour la poule. La 2 places C'est françaises, la nouvelle celle de la compétition, coupe. c'est la D'accord. nouvelle réforme ok, et c'est tu auras la plus grosse de, poule à plus 36. de trucs. Et Et les, donc, deux, c'est- les 2 clubs français, ils vont direct en poule. Effectivement, le barrage de Conference League, on n'est pas très loin d'un derby olympique de Marseille-Mazar, quoi. C'est à 2 doigts. Faut pas Bah, mépriser cette compétition SPTT qui sera Marseille. peut-être... on est là à la SPTT. Mais il faut pas mépriser cette compétition de la Conference League qui sera peut-être la seule qu'on pourra gagner avec la Coupe de France dans les 30 ans qui viennent. Hein. Faut pas la mépriser. on est là à SPTT Marseille. Tu l'as vu le raté de Jérémy Boga On est là, justement. Il nous a aidé quand même. Et là, Jérém. Ce frère. Allez les amis, puisqu'on parlait de Coupe d'Europe, on va parler de celle que l'OM joue encore actuellement et dans laquelle il y a peut-être un espoir. Ça va, je me calme. Sait-on ça va. jamais. On va parler de Benfica Olympique de Marseille tout de suite.
Quart de finale de Coupe d'Europe, les amis. Quart de finale de Ligue Europa, la Ligue Europa la plus relevée de l'histoire. Voilà, tout simplement. L'Olympique de Marseille affronte le Benfica Lisbonne. Ça sera ce jeudi 11 avril, 20h30, Stadio de Luz. 21h, même. 21h Oui. Vous pouvez être dès 20h de toute façon dans l'avant-match. Stadio de la Luz. Voilà, dis-le bien. Je ne m'oblige pas à appeler en FaceTime Nicolas Villas Obrigado. pour qu'il nous le fasse. Obrigado. Jeff, comment tu le sens ce match contre le Benfica là Est-ce que tu penses que, alors on va pas convoquer les vieux fantômes, Vata et compagnie, mais comment tu le sens, comment tu l'appréhendes? Dans un monde normal, c'est pas un quart de finale impossible à surmonter, hein. Franchement, vous avez vu, peut-être comme moi, Benfica contre Toulouse. Ils s'en s'étaient sortis sur 2 pénaltys. Et si vous acceptez évidemment le talent encore vivace de Di Maria, c'est une équipe qui est à peu près du niveau de l'Olympique de Marseille. Donc moi, je pense que ce sera un quart de finale serré qui va se jouer sur des notions mentales, beaucoup, sur de la résistance, sur de l'abnégation. Et c'est là où, pour moi, réside le problème principal, c'est que l'Olympique de Marseille, ces dernières semaines, n'a pas donné tous les gages de sécurité dans ces domaines-là. Voilà. Donc si l'OM arrive à se remobiliser, si Gasset arrive à nous faire un dernier miracle, le druide avec sa recette de potion magique, je pense que l'OM peut aller en demi-finale. D'autant que le match retour sera au Vélodrome et que j'ose espérer que l'ambiance sera exceptionnelle. Voilà. Si l'OM nous montre ce que l'équipe a montré ces derniers temps en Ligue 1 avec ce renoncement et avec ce sentiment d'impuissance, là, hélas, je pense que la route s'arrêtera là. Max, je sais que tu as regardé, on en parlait tout à l'heure le samedi soir, tu t'es fait un petit Sporting Benfica. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette équipe donc de Benfica, des David Neres, Déjà, je peux t'en dire que ils ont perdu 2-1, mais le score est un peu trompeur, hein, parce qu'ils prennent un but au bout de 30 secondes et ils prennent un autre but dans les arrêts de jeu. Le reste du temps, même si la deuxième mi-temps est un peu à la faveur du Sporting, le reste du temps, sur toute la première mi-temps et surtout une bonne partie de la deuxième, c'est eux qui dominent. Donc le Sporting va finir champion vraisemblablement, et donc ils ont tenu tête à la meilleure équipe portugaise. On sait que les équipes françaises face aux Portugais, ça n'a jamais non plus été... L'année dernière, on bat 2 fois le Sporting. Quand même. Oui, non, mais de manière générale. Oui. Je veux dire, on a eu souvent l'habitude de se dire, ça va, on joue des Portugais, on va y arriver. Alors que quand tu joues par les meilleures équipes du Portugal, c'est compliqué. Après, dans cette équipe, effectivement, il y a encore, malgré ses 36 ans, il y a Di Maria qui fait encore de belles choses. D'ailleurs, pour l'anecdote, parce que beaucoup parlent forcément de la main de Vata qui relève d'un épisode culturel du football, quasi culturel du football, légendaire. Ne pas oublier que la dernière fois que l'Olympique de Marseille a joué Benfica en Coupe d'Europe, alors Max, pour toi c'est un bon souvenir, hein, je le sais très bien, mais c'était l'élimination contre Benfica. Et il y avait déjà ce petit Angel Di Maria qui avait fait beaucoup de mal à l'Olympique de Marseille, notamment au Vélodrome. Ben Arfa, de mémoire, avait perdu ses nerfs et il lui avait mis des coups de pied, s'était fait expulser en toute fin de match. Un génie de chaque côté. Hein. Un génie de chaque côté. Ouais, enfin, il y a un génie quand même. Je veux bien dénigrer Di Maria parce qu'il a joué au PSG. Bon, c'est courir, Romain. J'ai envie de dire, Di Maria a fait plus de bons matchs au stade Vélodrome que Hatem Ben Arfa. Enfin, je veux dire, entre ses venues à Paris et puis voilà, on s'est compris. Max, donc, pour revenir sur, il nous avait affiché la compo, Loïc. Et c'est vrai que moi j'étais impressionné par exemple parce que j'aime bien regarder les âges des joueurs aussi, tu vois. Et j'ai vu que João Neves c'est 19 ans. Ouais. Et tu te dis que des gars comme ça, c'est incroyable. Nous déjà c'est très très rare qu'à l'OM tu voyais un mec de 19 ans. Là, le garçon, il vient quand même se placer entre les deux centraux pratiquement la moitié du match. Il récupère le ballon, il le ressort. Antonio Silva à côté de lui, du coup, un des deux centraux très jeune aussi. Aussi, 20 ans, pareil. Et à côté de ça, effectivement, ils ont Di Maria Otamendi, le capitaine, à 36 ans. Donc, ils ont un peu de tout ça. Après, c'est vrai que... Parle-moi du système, parce que là, je le vois quand même en 4-2-3-1. C'est quoi? C'est ça? Alors, sur ce match-là, il y avait Tungsten devant, mais en fait, tu avais plus souvent Rafa qui venait vraiment se mettre J'aime beaucoup ce joueur. en tant qu'attaquant.
Et le reste, ça restait positionné un petit peu derrière. Il y a beaucoup de mouvements. Voilà. Il y a beaucoup de permutations. Il n'y a pas un système figé. Parce qu'au début du match, je vais te dire la vérité, je les avais pas vus beaucoup jouer cette année. Donc je m'étais dit, tiens, je vais un peu voir leur système. Et entre Mais tu dirais quoi au final Florentino. C'est un 4-2-3-1, moi je les ai regardés, c'est un 4-2-3-1 Ouais. avec beaucoup de possession. Au final, Roger Schmitt, il refait ce qu'il a fait au PSV, c'est-à-dire beaucoup de possession, et preuve en est, Mais le c'est 1, un c'est qui milieu. pour toi, du coup? C'est Cabral. C'est Cabral. Ouais, mais Cabral, il n'a pas joué là. Oui. Il est rentré à la fin. Donc si tu joues Mais avec des fois, Cabral. il tourne avec un autre. Voilà. Parce que là, effectivement. du coup, moi je pensais que Tengsted, effectivement, avec son gabarit, allait jouer devant, mais en fait, on voyait beaucoup plus souvent Rafa, comme je te Oui, dis, mais Rafa vraiment en là, faux et neuf l'autre et- venait tourner c'est un autour. 4-4-2 qui fonctionne, quoi. Voilà, Mais des fois, on est presque sur ça. Ouais. Je vais peut-être mal prononcer, écorcher son nom, mais Hornces, qu'on avait joué, qui était à Feyenoord, qui est un milieu de terrain et qui l'a placé latéral. Ouais. Et donc, tu sais, Ouais. quand tu mets ce genre de milieu de terrain, c'est-à-dire ce mec avant tout technique à un poste latéral, c'est parce que tu es dans des séquences jouer de haut, possession, de ouais. circuit de passe, et c'est vraiment le propre de cette équipe de. Mais c'est vrai que de par Benfica. moment, tu as quand même la ligne de 4 quand ils défendent, comme on dit souvent, quand tu auras les positions défensives. Tu as la ligne de 4 avec Di Maria d'un côté, David Neres de l'autre, et Florentino et justement Florentino Joao Luis, Neves ouais. sur la même ligne. Voilà. Il y a Charlie Goyard qui nous dit match qu'on avait totalement lâché. Il parlait de celui de 2010, totalement calculé par Mister Didier Deschamps pour aller chercher le titre. C'est pour ça, Charlie, que je disais que c'était un bon souvenir pour Max, parce que Max faisait souvent référence à cette élimination précoce qui avait permis à l'OM d'être suffisamment frais pour faire le doublé. Moi, j'étais dégoûté, mais j'étais très jeune. Je comprenais pas forcément pourquoi c'était intelligent. Je suis pas sûr d'avoir toujours compris, mais bon, on a été champions, c'est l'essentiel. Tiens, il y a Bubur qui nous dit, Jeff, tu vas répondre, il nous dit, vous signez pour une défaite d'un but d'écart. Oui. Il faut surtout rester en vie avec le retour au Vélodrome. Bien Ouais, sûr. je suis d'accord, bien sûr. En fait, ça va être un bon match pour plein de raisons. Ça va être le dernier test ou l'un des derniers tests de la saison pour voir si cette équipe a vraiment quand même les qualités qu'on aurait pu lui prêter. C'est que, évidemment, le stade va être plein ou peu s'en faut. C'est un public impatient, un petit peu comme celui de l'OM, extrêmement exigeant. Je ne pense pas que Benfica puisse jouer à gérer le temps et à être trop sûr de sa force. Donc ça veut dire que ça va être une belle bagarre. Ça veut dire que l'Olympique de Marseille va devoir montrer des qualités de défense, des qualités de dureté, des qualités qui manquent ces derniers temps. Donc ça va être un bon test. Et en effet, je pense que moi, je n'en voudrais pas à l'OM de jouer le nul, de jouer le 0-0, même si on n'a pas forcément les joueurs pour ça. Non, ces c'est pas derniers le faire. temps. Exactement. Mais perdre d'un but, ça sera un moindre mal, oui, sans doute. Alors, je ne suis pensais pas la même persuadé qu'on chose ait les moyens de remonter de but au Vélodrome. Mais bon, un but, ça peut encore passer. C'est vrai que jouer le nul, comme tu dis, je pensais la même chose avant le match, bêtement. Et après avoir vu le match, je me dis, ils sont quand même forts offensivement. Il ne faudrait pas leur laisser trop d'occasions. Et par contre, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose au niveau de leur défense, quoi. Parce qu'il y a quand même des joueurs que, la défense centrale, je trouve que c'est bon, hein, mais Aubameyang, par exemple, il pourrait les prendre de vitesse. Voilà. Donc je Encore pense faut-il que. qu'il soit mis dans les meilleures conditions. Oh, évidemment. Et ça va encore nous manquer énormément. On va pas trop en faire et Je me j'espère disais me que- tromper. Mais juste, je vous rappelle juste que même si la défense c'est pas ouf, pour moi ils ont un gardien et je pense qu'il sera vraiment dans Ouais, c'est un le très bon top gardien. 3 mondial dans son quelques années. Et il est encore international espoir. Enfin, il Mais a une Alexander bonne Bas, ressemble. par exemple, égalise. Il fait un bon match, une bonne. Mais sur la première occasion, il se fait complètement dépasser, quoi. Donc voilà, ça me faisait penser un petit peu à Nuno Tavares l'année dernière, qui était capable de marquer plein de buts quand il prenait des offensives, mais qui par contre derrière, défensivement, était quand même assez faible. Donc, à Tiens, voir. Romain, dernière question sur ce Oui. match. Est-ce que si on prend le parcours de l'OM en 2004, c'est le parcours avant tout d'un homme. Désolé pour Bien sûr, bien sûr. les 10 autres, on parle bien sûr de De Didier Drogba. Drogba. Est-ce que cette saison, ça peut être la campagne d'un homme, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est meilleur buteur ça de l'est la, déjà, de mais la oui. compétition? Voilà, ça l'est déjà. Et est-ce que tu penses qu'il peut... Là, on n'a pas vu Aubame sur les derniers matchs. On rappelle qu'il a marqué... Je vous invite à revoir quand même le ralenti de son but. C'est en fait un défenseur lillois qui lui dégage dans la cuisse et le ballon rentre dans les cages. Mhm. Est-ce que ça peut être, là, un Aubameyang qui se transcende et qui change au final la face? Est-ce que tu y crois? Est-ce que au final, c'est pas notre seul espoir? Oui, déjà oui. La réponse à cette question, c'est clair. Oui, sans un grand Aubameyang, on passe pas la double confrontation, à mon avis. Mais il l'a montré.
contre Villarreal au Vélodrome, le match qu'il fait avec ce but exceptionnel. Pour moi, il est capable dans cette compétition. Il a marqué un ciseau contre l'Ajax. Il a fait des choses dans cette compétition qu'on l'a pas forcément vu faire en Ligue 1 d'ailleurs. Moi, je suis persuadé, mais alors là, sûr à 100%, que si on n'a pas un très grand Aubameyang, que ça passe pas. Mais je crois qu'on peut avoir un très grand Aubameyang. Moi, je suis plutôt pas confiant, mais je suis ambitieux sur ce match. Voilà, moi, je serais déçu qu'on soit éliminé par le Benfica de cette saison, que je trouve pas sur le papier, même si je les ai pas vus. Ça, je suis honnête avec vous, je les ai pas vus. Mais moi, tu me dis le Benfica, je vois les joueurs. David Neres, c'est un peu vieillissant aussi. Enfin, non. Vieillissant, Et là, 25 il était jeune ans, à l'Ajax, quand même. alors autant Voilà. pour moi. Enfin, Moi, je sais pas. J'ai un feeling où je me dis, il faut qu'on passe, quoi. Voilà. Et après, on verra. Voilà, on a tellement été déçus cette saison que ne pas se rattraper en sortant le Benfica Lisbonne serait pour moi une grosse déception. Je le disais déjà contre Villarreal, je voulais un match de folie. On l'a eu, c'était super. Et je pense qu'on a eu un match à la hauteur de nos attentes et aussi à la hauteur du niveau des joueurs qui étaient alignés. Parce que, je suis désolé, le 11 de départ pour moi contre Villarreal, il est parfait. On a vraiment tous les joueurs à leur meilleur poste, entre guillemets. Cette saison, ouais. Sur Sur cette saison, oui. Je peux juste enchaîner t'en sur prie. ce que Bien sûr. disait Romain tout à l'heure sur Obama. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça devait être pendant la phase de groupe de Ligue Europa, en plein milieu de la période intermédiaire avec Pancho. Et il me semble que les caméras de télé avaient capté un moment d'intimité à la fin d'un match, un moment où plus personne n'y croit sur cette saison. Hein. Et il me semble qu'Obama dit les gars, cette Europe-là, l'Europe-là, on va aller loin cette saison. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment que les caméras avaient capté. Retrouvez-le, c'était cet automne, ça doit être en octobre, en novembre, quelque chose comme ça. Et Obama dit ça, et je me suis dit, quand même, soit le gars est gonflé, c'est-à-dire que c'est un artifice de motivation pour pousser ses équipiers à continuer, soit alors il pense vraiment que cette équipe et lui-même ont un destin dans cette compétition cette année. Force est de constater que pour l'instant, il a plutôt eu raison de ce côté-là, parce que je ne voyais pas l'OM aller jusqu'en quart de finale. Donc peut-être qu'il y a une histoire, en effet, qui est en train de se sceller entre le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa et l'OM et le parcours de cette saison. Et le meilleur buteur aussi de l'OM en Ligue Europa, non, de l'histoire, Romain. Alors oui, mais c'est le troisième meilleur buteur de tous les temps, et ça, Jeff, de tous les temps de l'OM en Coupe d'Europe. C'est fou. Ouais. C'est fou. À égalité avec Drogba. Oui, mais parce que les campagnes n'ont pas forcément duré très très longtemps non plus, quoi, à part les années tapis. Puis on n'a pas tout le temps été en Coupe d'Europe aussi. Voilà. Et puis les joueurs changent beaucoup, exactement. Et puis on n'a pas marqué, surtout, la force de l'OM, ça a toujours été sa défense en Coupe d'Europe. Et puis juste, sur ces dernier années-là, mot, on disait la Ligue des Champions, c'est mort. Mais finalement, on a peut-être plus de chances de s'y qualifier maintenant en gagnant la Ligue Europa. Même s'il va falloir que l'Atalanta fasse l'exploit. On disait l'inverse, mais bon, là, Vive on n'y croit pas trop, mais bon. Viva Bergama. Et OM Champions Bergama. League, qui sont les deux premiers alors. Forcément, il doit avoir Papé. Ah oui, Papa Nyang. Papa Nyang. On salue bien sûr encore une nouvelle fois toute notre famille à Bergame. On compte sur eux et on va compter sur un 11 olympien déjà établi ou pas. On va le voir de suite dans Le Coach C'est Nous. Dans l'axe, voilà. Et le coach chez nous. Voilà, c'est ça, les gars, le coach chez nous. 4. Le coach, c'est nous, les amis. Il va aller très vite parce qu'on n'a que 11 joueurs. Ah, peut-être pas, vous allez me le dire. On va voir. Déjà, le système, Jeff, on est sur le 4-4-2 asymétrique de Jean-Louis Gasset. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est le genre de questions sur lesquelles je bute un peu parce que quel est l'intérêt là? L'intérêt, c'est de revenir avec un point, on va dire, enfin avec un point, avec un match nul qui permettrait d'avoir de meilleures perspectives pour le match retour. Moi, j'aurais tendance à dire défense à 3, mais le problème est... On l'a fait à Villarreal. Voilà, le problème est... Oui, je sais que ça n'a pas forcément très bien marché là-bas, mais le problème est dans quel état sont les joueurs? Est-ce qu'on va récupérer Chancel Bemba pour ce match? Ça change tout. C'est la tendance. Après, effectivement, il est encore incertain, mais ils vont tout faire pour. Ils sont tous incertains, à peu de choses près. C'est vrai. Mais pour le coup, Gasset l'a dit 2 fois, que ce soit dans la conf d'avant et d'après-match, qu'ils espèrent récupérer Mbemba. Donc, on peut espérer qu'il serre un peu les dents, Chancel. On verra, on va voir. voir. Défense déjà. Hein. Et moi, si c'est le cas, défense à 3 pour moi avec les deux latéraux. Ouais, mais lesquels? Alors, ce que je vous propose... Parce que moi, je vais sur... Moi, je reste image de Villarreal. On a un match qui est réussi cette année. Je mets le même style de jeu, la même compo le plus possible avec des changements. Donc un 4-4-2 asymétrique, un faux losange, c'est compris. 4 derrière et les meilleurs joueurs. Max?
Mais le Josiel, problème, fan de Herring, nous dit 4-1-2-1-2, donc ça revient à ce le schéma-là. problème dans ce que dit Romain, c'est que t'as quand même pas Klaus sur le côté pour jouer comme ça, quoi. Tu peux mettre un Mbemba. Ah, Alors, ce que je vous propose, regardez, on va avancer dans cette émission. On va mettre Paul Lopez Oui. dans les cages. Ça, tout le monde est d'accord. Oui. On va mettre Chancel Mbemba latéral droit. Comme ça, après, libre à vous, dans vos choix de joueurs, de donc lui t'es faire parti- croire, donc t'es parti sur. Ah oui, d'accord. Ah, bien. de lui faire croire Très bien, j'aime bien ça. qu'il est, Le enfin, fameux de lui Sarr, faire, quoi. de lui faire une Bamo Meïté, pour ceux qui avaient suivi, où Jean-Louis Gasset avait fait croire à Bamo Meïté qu'il était troisième, qu'il était central droit dans une défense à 3, alors qu'en fait il était latéral droit. Voilà, vous faites exactement pareil, c'est-à-dire que vous êtes libre de faire croire à Mbemba qu'il est latéral droit ou qu'il est central droit d'une défense à 3, et donc ainsi de me mettre devant lui le piston. C'est bien. On va Voilà. rappeler quand même, parce que pour tous ceux qui nous suivent mais qui ne sont pas au courant toujours de tout, les 3 qui ne sont pas qualifiés, Garcia, Onana, parce qu'il y en a qui Gay. pourraient se dire mais Garcia, pourquoi pas Garcia Jean Onana Déjà, Garcia, c'est et pas Pape possible. Gay. Voilà. Exactement. Donc effectivement, à droite, si tu mets pas Mbemba qui revient aujourd'hui, je sais même pas qui tu pourrais mettre, hein. Mais messieurs, Bah, vous avez le Jeff droit. avait une idée pour un piston droit. Vous avez le droit à Luis Enrique. Oui, c'est ça. C'est pour moi, ça me fait plaisir, c'est cadeau, c'est exceptionnel aujourd'hui. Mais je suis désolé, mais vous pouvez pas faire autrement, hein, au moment où on se parle. Hein. Donc toi, tu mets Luis Enrique, on va dire, voilà, ailier droit. Mais qui vous voulez mettre d'autres? Je veux bien qu'il y ait d'autres solutions. Dans la mesure où cette équipe et ce club ne lâchent pas des jeunes joueurs sur des matchs importants, alors que Dieu sait si les jeunes joueurs, cette saison, on n'a pas eu le temps d'en Non, parler mais- ce soir. En Mais plus, ils sont réalisent pas un qualifiés. parcours extraordinaire. Ils ne sont pas qualifiés, ok, donc ça résout le problème. Mais je veux dire par là qu'on ne fait pas confiance aux jeunes, contrairement à ce que vous racontiez sur les jeunes talents de Benfica. Qu'est-ce qui reste Tu as comme raison. joueur? Vous n'avez pas 50 choix, hein, donc Non, mais je Jeff, pense que Jeff, hélas, Enrique sera là. Hein. Ouais, mais si on te propose comme ça de jouer avec Mbemba à droite et Gigot Ballardi dans l'axe avec 4 défenseurs et Merlin à gauche, Non, ça mais te qui à convient gauche? pas? Merlin, ça va? Ah bah Bah là, oui, pour le Merlin, coup, là c'est sûr. Bah, vous avez votre défense. Ok. Eh ben on la met d'ailleurs, ça sera Quentin Merlin à gauche, Gigot Ballardi dans l'axe, ça pour l'instant, voilà, on là, y est. maintenant, la question, c'est est-ce qu'on fait une embrouille à quelqu'un en lui faisant croire qu'il joue ailier alors qu'il joue piston? C'est ça. C'est ça. Et donc moi, là, dans cette défense-là, j'aurais mis Luis Enrique à droite. Ok. Donc est-ce que vous mettez, Avec 3 messieurs, défenseurs. est-ce que vous mettez Luis Enrique ailier droit sur cette compo ou non? Alors moi, je vais laisser Max choisir. Moi, non. Je veux une compo sans Enrique, Attends. sans Unai. Je me fous de qui joue. Voilà, je te le dis d'entrée. Mais moi, Voilà, alors, moi, moi, fais ce je que tu suis veux, à Max. Je sais l'opposé qui de, joue pas. de Romain, c'est-à-dire que je veux pas dire que je veux Enrique ou que je veux pas Enrique, je suis entre les deux. Je me fous pas dès qu'il joue. Donc, Je rappelle voyons, qu'Ismaïla Assar est blessé. voilà, voyons les autres joueurs, avançons doucement parce qu'on est sûr qu'il y a. Gardons ce truc pour la fin. Voilà, Ok, si d'accord. on est Allez, obligé on de le se garde mettre, on ce le suspense. mettra, mais. Et n'oubliez pas que vous Sentinelle, êtes à Geoffrey l'extérieur, Kondogbia. hein. N'oubliez pas que vous êtes à l'extérieur, pardon, hein, mais la défense à 4, évidemment, c'est vrai. le foot que je préfère. Mais vous êtes quand même à Benfica, il faut quand même blinder. Vous n'avez pas beaucoup de certitudes, c'est pour ça que je pense. Ouais, moi, mais, que ouais, mais 3+2, Jeff, j'entends ce que tu dis. Avançons patiemment, les amis, Attends, avançons mais Mais patiemment. rappelle-toi ce qu'on vient de dire. Le seul match où on a joué avec Gasset à 3, on a pris le bouillon de tout le match. En Donc, plus, on bon, voulait blinder. Et on voulait blinder. Ouais, mais bon, il y avait 4-0 à l'aller, Ouais. tout le monde s'est endormi. Voilà, là, ça ne Ouais. sera pas la même chose. Est-ce que Geoffrey Kondogbia en numéro 6, ça va à tout le monde? Oui. Non, mais il faudra faire avec. Ça sera donc Geoffrey Kondogbia en numéro 6. Je pense comme toi, Jeff, si tu veux tout savoir. Jordan Verretou, relayeur gauche, ça va à tout le monde? Oui. Oui, ceci près que je mettrai à droite, mais on s'en fout, oui. D'accord. J'avais la même question que Romain. Allez. C'est-à-dire que vous allez avoir droit, j'imagine, à Di Maria côté Ah bah oui. Merlin Balerdi. Harit Il à faut gauche. absolument fermer sur côté Di Maria, et je pense qu'il faut mettre toutes les forces là-dessus. Donc je verrais bien Verretou, moi plutôt. Verretou, Ah, Verretou pardon. plutôt à Verretou. gauche, alors. De ce que nous dit. Ah. Parce qu'il va être dans la zone de Merlin, Et Di Maria. Di Maria. Donc Verretou à Pourquoi pas, gauche pourquoi pas. et Harit à droite. Après, on peut faire une ligne de 2 à plat. Enfin, pourquoi on part Oh. sur une sentinelle? Alors, même si on a souvent vu de toute façon dans le repli c'est défensif, vrai. Amin Harit C'est prendre vrai un qu'Harit côté revient, ouais. et Verretou et Kondogbia dans la même Ok. ligne. Voilà, pour en avoir discuté avec certains joueurs, effectivement, à la base, Gasset leur demande d'être comme ça, même si effectivement ça change peu de choses et des fois c'est souvent Verretou et Kondogbia avec Harit juste devant eux. Voilà, on respecte, on va dire, le plan initial. Reste maintenant, Vous messieurs, le mettez Harit, vous? Ouais. 3 joueurs. Alors moi, on va faire simple. Je vais te finir l'équipe comme elle est positionnée là, même si j'entends tout à fait ce que disait Jeff par rapport à Enrique, Mbemba qui reviennent dans l'axe, etc. Moi, je veux avoir aucun regret. Voilà. Vas-y, Donc, fais-moi je rêver, veux, Max. je veux Ndiaye derrière Oui. Mumbagna et Aubameyang. Oui.
Voilà. Et je veux aller à Benfica en me disant tout l'inverse de ce que dit Jeff. Et encore une fois, je le respecte tout à fait, je comprends Et tout on à a fait la sa même logique. vision du foot en plus que Voilà. Jeff. Ce que dit Jeff Mais est moi, je totalement dis logique. maintenant, pas par Dieu pour perdu, tu vois, mais je veux pas revenir en ayant joué, en ayant bétonné, en ayant perdu 2-0, admettons. On veut faire 3-2, Voilà. on veut perdre 3-2 là. Voilà, exactement. Je veux perdre 3-2 ou 4-3. Allez, je prends. Désolé Jeff, ils m'ont tous les deux Attention, eu. on est majoritaire. Ta Ah voix, non, mais voilà. attendez, moi devant, ça me va, j'ai rien à dire. Hein. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et je pense que c'est le match pour Mumbagna. À la baston, mon gars. Hein. Là, c'est parti. Hein. Tu sais, là, Oui, il mais faut alors faire tu du aurais Brandao, sorti qui si Mumbagna, tu hein. voulais mettre Enrique à droite? Alors là, attends, il faut que je reprenne tout là. Si on met les 3 défenseurs centraux et que je mets Enrique à droite, je pense que j'aurais sorti Diaye. Ok. Ok. Eh oui, mais du coup, on n'a pas Aubameyang dans sa position préférentielle, ce qui est le cas ici parce qu'il n'est pas vraiment dans l'axe, il est un peu sur le côté gauche. C'est tout ce qu'il aime et c'est notre monsieur Coupe d'Europe, on en a parlé. Donc on espère bien sûr. Mumbagna va vite aussi, hein. Elle- Donc pour ouais. jouer les contres. Elle est pas mal la compo. Hein. Bah ouais, moi elle me plaît. Ah, Aussi. on va la gagner cette Ligo. Je me calme les gars. Je pense, bien moi sûr, je, me calme. je te redis, je pense qu'on va Une passer demi-finale, contre ça le serait Benfica. Moi. exceptionnel, déjà. Ça serait exceptionnel. C'est ça quoi serait les stades? Moi j'aime bien toujours les paris sportifs. Là, ils nous donnent pas favoris du tout contre Benfica. Ça doit Bah, être, écoute, je vais te demander- 50-50. Benfica est à 1-9, 1 quelque chose. Je vais te 1,90, demander, un truc et je comme vous ça. rappelle, Non, la victoire Ah ouais. du match. Je vous rappelle J'ai pas la que qualif. le Phocéen, c'est quand même l'émission de référence sur l'Olympique de Marseille qui vous a conseillé une cote à 2,1 contre ça. le PSG Pour Paris, ouais, juste ouais, avant ouais. le match, Ouais, hein, c'est vrai. et On qui l'a est fait. passé, on le rappelle. Ouais, on avait On le aussi rappelle. vous avez dit qu'ils allaient perdre 4-0 à l'aller. Enfin voilà, on essaye d'être Ouais, honnête. alors, et puis sur si, les- si vous allez par là, on avait dit aussi que 0-0 à la mi-temps. Alors si on jouait 0-0 à la mi-temps, 10 contre 11 Ouais. et victoire de Paris, là tu faisais Les jackpot. paris Bernard Rodriguez, C'est ça. Ouais. beaucoup de gens sont devenus millionnaires, ils ont acheté des villas. Bon bref, ça ne tient qu'à vous de rejoindre cette équipe voilà, de chanceux. En attendant, on va passer aux sur questions-réponses les Unibet, amis. Bien sûr. Bien sûr. Le retour des questions-réponses avec Maxence Volpe, avec Romain Herring et avec Jeff Pérez, qui a. Est-ce que tu as une autre petite anecdote ou tiens, est-ce que tu as. Parce que j'ai vu des gens qui nous ont dit qu'il a une sacrée collection de BD derrière lui. Non, c'est Donc pas des tu BD. tu peux leur expliquer que c'est des BD qui s'écoutent en fait. C'est des BD qui s'écoutent. Non, non, c'est Mhm. c'est des 33 tours, c'est des vinyles si vous voulez. Voilà. Waouh. D'ailleurs, j'ai commencé ma collection, qui doit, je crois que je dois avoir 3000 à peu près aujourd'hui. J'ai commencé ma collection à Marseille, Cours Julien, à l'époque où il y avait ce qu'on appelait les bouquinistes, Bien sûr. qui Bien n'existent sûr. plus aujourd'hui, hélas. Là, Romain vous dit bien sûr, mais lui, comment on n'a pas connu ça, les bouquinistes? Alors les Si, tu en as bouquinistes, connu si, puisque j'allais au conservatoire, figure-toi, en bas Oh. du cours Julien, et devant il y avait les bouquinistes Ah, avec tu leur, passais devant leur le conservatoire, ferraille j'ai eu bleue. peur. T'es Non, pas non, mais j'ai rentré. acheté. Alors figure-toi que j'ai acheté. Moi, j'achetais des CD Eh ben, écoute. et j'avais acheté quelques CD. D'accord. Quelques CD, des choses pas forcément avouables. Tu sais, c'est au tout début quand tu. Je pense que ceux qui nous regardent connaissent aussi cette période quand tu as 10-11 ans et que les premiers trucs que tu commences à écouter, qui ne sont pas des choses qu'écoutent tes parents. Tu sais, où tu te Ouais, ouais, différencies un peu. Et j'avais un groupe anglais, un groupe dont je partage la passion avec Christophe Champy, tiens, que je salue, qui s'appelle un groupe anglais qui s'appelle les Chemical Brothers, que je Oui, sais d'accord, Jeff oui. connaît très bien, Alors, bien sûr, Et qui ont- On excuse-moi, a entendu parler. et qui ont fait pas mal de génériques au final d'émissions du Phocéen. À chaque fois qu'on pouvait en placer une avec Bien sûr. Christophe, on ne se privait pas. Prix Nobel de chimie aussi, évidemment. Ça Embrasse. peut marcher. Et effectivement, faire c'est un chimie. groupe qui existe encore aujourd'hui, tu vois, qui a suivi toute cette période. Bref, La collection de Jeff. Allez, la collection de Jeff. Est-ce que Jeff Pérez pense que Longoria va rester ou partir? Très C'est intéressant. RedAlex38 qui nous dit ça. bah, dis donc, Voilà. ça c'est la question. Allez, Jeff, vas-y. Et toi Vous voulez pas des bouquinistes? Alors, Allez. Le soir de France-Chili, enfin le jour de France-Chili, j'en ai profité pour aller passer un peu de temps à l'OM, discuter un peu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pablo Longoria, je n'ai pas la sensation qu'il ait envie de partir. Je n'ai pas la sensation qu'il ait envie de rester sur cette saison ratée. Maintenant, Pablo Longoria n'est jamais qu'un président délégué. Il y a un propriétaire au-dessus qui décide, même s'il est extrêmement difficile à joindre et même s'il est extrêmement difficile de savoir ce qu'il souhaite exactement et quelles sont les ambitions pour le club qu'il possède. Donc la tendance, elle est là. Je ne pense pas que Longoria ait envie de rester sur cet échec. Maintenant, est-ce que les gens au-dessus de lui le laisseront continuer sa mission? Suspense, là je ne sais pas. Est-ce que des bruits que j'en ai de ce qui se murmure, hein, parce que personne, comme tu le disais, dans la tête de Franck McCourt,
on assure quand même qu'il y a un Franck McCourt qui va clarifier une situation qu'il ne faut pas laisser pourrir assez rapidement. Est-ce que tu y crois toi aussi ? Au moment où on se parle, je n'en sais rien parce que ça fait des mois, et je le répète ici, ça fait des mois que toutes les semaines, j'essaie d'obtenir un entretien avec Franck McCourt sur le thème de l'Olympique de Marseille pour savoir ce qu'il veut vraiment faire de ce club, avec quel argent, pourquoi. Vous avez vu que dans le classement Forbes, là, ses affaires marchent plutôt pas mal. Il est rentré, alors il n'est pas parmi les premiers, c'est pas le Qatar encore, mais il a quand même une fortune personnelle qui ressemble à quelque chose, qui pourrait permettre à l'Olympique de Marseille, avec de bons investissements, peut-être d'avoir des ambitions plus élevées. Mais il a quand même, n'oubliez pas ça, il a quand même mis beaucoup d'argent depuis 2016 à Franck Absolument. McCourt. Et le problème a surtout été le choix des joueurs et les échecs des joueurs. Donc, est-ce que Franck McCourt, au moment où on se parle, a encore envie d'injecter de l'argent dans l'OM avec un risque quand même très très élevé de ne pas voir cet argent revenir, parce que l'OM est quand même l'un des clubs qui vend le plus mal dans toute la Ligue 1 et peut-être dans tous les grands clubs d'Europe. Voilà, là elle est la question, et si j'étais Franck McCourt, je me la poserais aussi. Tiens, c'est une spéciale Jeff dans cette partie des questions-réponses. Jojo Marseille 13 qui nous dit « Jeff verrait qui comme prochain coach de l'OM ?» Dans mes rêves ou d'une manière générale ? Allez, fais les deux. Commence par tes rêves et descends ensuite de quelques paliers. Bon, dans mes rêves, évidemment, c'est impossible, c'est Xabi Alonso, donc il ne viendra jamais à l'Olympique de Marseille. Voilà, on va de suite passer, tu as raison. Sur du Non, crédit. mais je vous dis ça parce que j'en ai parlé récemment avec Reynald Denouex, qu'il avait lancé à la Real Sociedad, et il m'a dit des choses sur lui absolument exceptionnelles, sur le joueur qu'il était, sur l'homme qu'il est et sur l'entraîneur qu'il est devenu. Et quand c'est Reynald Denouex, qui est quand même une référence de foot, qui vous raconte ça, vous dites bon, voilà, maintenant c'est trop tard sans doute pour l'OM. Après, mon cœur balance entre d'un côté, évidemment, Fonseca, le Lillois. Je pense que si son nom revient avec autant d'insistance, ce n'est pas pour rien. On va redescendre encore d'un étage, on va rester sur du réaliste. Ah non, pourquoi c'est pas réaliste ? Christophe Galtier. Voilà. Pourquoi c'est pas réaliste, Fonseca ? Non, Romain, parce que Explique-moi. parce que il y a une prolongation qui a été signée avec Olivier Létang et qui dépend de la place de Lille en 3e et 4e. Donc, Ah bon ? Parce que lui, il n'a pas dit ça en conférence de presse. Évidemment que non. Il est entraîneur. Il n'a pas trop dit l'inverse non plus. Il a dit que ça dépendra beaucoup du classement de fin de saison. Donc ça veut peut-être laisser. Moi, je l'avais pas dit. Je fais confiance à Romain. Non, je savais pas. Très longtemps au Qatar non plus. Voilà. Je pense qu'on a loupé. Oui, tu parles de Christophe Galtier ? Ah oui. Oui. Oui, ça, Il ne Christophe restera Galtier. pas très longtemps au Qatar. Voilà. Non. Il s'est fait licencier du Qatar. Il a été démis de ses fonctions, Christophe Galtier. Voilà. Et maintenant que l'affaire niçoise judiciaire est résolue, il a, on va dire, toutes les possibilités pour rebondir. Et vous savez, malgré tout ce que les supporters ont pu en dire, l'affection qu'il porte à ce club dont il a porté le maillot, il a fait partie de la deuxième génération des minots, on va dire, en 1986. Il y a Jussirats 13 qui nous dit « Bonsoir, est-ce que l'on a acheté Bamo Meïté ? Je n'arrive pas à trouver une source qui l'indique expressément. » Non, mais c'est une option d'achat quasi obligatoire, donc ça devrait être levé en fin de saison. C'était un jeu aussi dans les comptes. Il y avait l'échange. C'est ça, Touré en fait a été vendu Ça, c'est sûr. à Lorient pour que Bamo Meïté arrive à sa place en prêt avec option d'achat, ce qui permettait par un jeu d'écriture à l'OM d'encaisser une vente et pas de différer un achat. Donc c'était pour ça que ce deal était ce qui est un peu un tour de magie en plus quand on voit le niveau des deux joueurs en toute fin de mercato, mais c'est vrai que c'était bien plus à l'avantage de pas une l'OM. mauvaise saison, Isaac Touré. Il n'en fait pas une bonne non plus. Voilà. Sur le pénalty concédé à Montpellier, par exemple, hier sur le premier but. C'est pas le contraire. On n'a pas un marquage des plus stricts. On va le dire comme ça. J'ai vu une autre question passer très intéressante où on nous disait si on n'a plus rien à jouer en fin de saison, est-ce qu'on ne mettrait pas les jeunes, des jeunes Évidemment. de l'OM ? Évidemment, ça dépend, Jeff. Si on a une finale de Gambardella à jouer, est-ce qu'il vaut mieux pas tout... Ils n'ont pas 40 ans, les gamins. Tente les 2-3 minots que tu as vraiment envie de voir. Sternal en premier, évidemment, parce que je pense qu'on a tous très envie de voir ce que Enzo Sternal peut donner sur un match. Non, pas toi ? Pour moi, il est un peu frêle encore. Il a 16 ans, je vois quelques matchs. Je ne sais pas s'il est prêt. Tu vois, Bacola, peut-être. peut-être plus Bacola. Et si on même les lançait les deux en même temps, ça va diluer le... Non, pourquoi pas Lafont Gaël Lafont. Qui est quand même pas mal. Moi, j'ai vu que la Gambardella. Honnêtement, j'ai pas vu les autres matchs. Mais à chaque fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé très intéressant. Dans la hargne, tu vois, c'est un joueur moi j'aime bien ce type de joueur. Donc pourquoi pas ? Il a une génération de plus aussi. Il a 18 ans,
quasiment. Il est pro. Les autres le sont pas, ils sont presque pro. Mm. Enfin, le fameux aspirant, je sais pas comment ça s'appelle exactement, tu es plus fort que moi, Romain, pour ça. Aspirant. Mais donc moi, j'irais peut-être plus sur cette génération au-dessus, parce que c'est vrai que pour moi, Sternal, et tu as raison, Jeff, c'est un talent. Il n'y a rien à dire, il est même très fort. Je pense qu'au premier contact en Ligue 1, il vole. De ce que je vois pour l'instant, pour moi, il est un peu léger. Pourquoi Après, pas c'est pas grave, hein, je veux dire. Non, c'est tu as rare, raison. c'est pas- voilà. Mais des jeunes de 16 ans avec ce physique-là en Ligue 1, il n'y en a pas beaucoup qui jouent. Bah, Quoi. tiens, tu vois, regarde. C'est souvent des mecs très costauds qu'il faut. Tu vois, même Zahir Emery, c'est un Excusez-moi, peu. pourquoi Soglo a aussi peu joué cette saison? Vous qui êtes à Marseille tout le temps. Soglo, en fait, c'est un choix de Marcelino à la base. Ça, tu le sais. Et pendant la prépa, Marcelino, il le voit comme un deuxième latéral. Et après, même Marcelino se dit, il n'est pas assez bon pour être mon deuxième latéral. Il l'utilise en milieu à Metz. Et Marcelino, il faisait confiance à Muguet et à Soglo. Il disait, c'est mes 21, 22e joueurs, je vais les faire jouer par-ci, par-là. Alors que Gattuso, quand il arrive, il le considère pas du tout. Voilà, Gattuso n'aime pas le joueur, donc il l'écarte. Et Gasset n'a pas l'impression, je me donne pas l'impression de l'aimer beaucoup non plus. Et il y a Voilà. une scène qui est vécue. C'est Marcelino qui va le chercher, quoi. Il y a une scène Clairement. qui est vécue. Soglo du coup joue, n'est plus rien, n'est un jeune qui bouche un peu le trou à l'entraînement. En janvier, il doit jouer suite à la blessure de Jonathan Klaus contre Monaco. Il fait cette entrée où il ressort après parce qu'il manque de peu d'être expulsé. Et il y a une scène dans le vestiaire à la fin où justement on déplore le fait que même Soglo ait dû jouer en présence de Soglo dans le vestiaire. Et c'est vrai que ça n'a pas aidé en termes de confiance. Le côté, on a même été obligé de faire jouer Soglo. Bon, ça devient. Mais parce que là, tu vois, on arrivait à peine ces dernières semaines à remplir une feuille de match pour jouer un match professionnel. Il n'a pas joué. C'est pour ça que j'étais un peu étonné. Alors qu'il soit pas titulaire, c'est normal. Mais qu'il soit à ce point à la cave, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant vu le début de saison. Non, mais c'est plus le jeune numéro 1 dans l'esprit de Gasset. Enfin, déjà, Gattuso, c'était pas lui. Et c'était plutôt Nadir à l'époque. Qui faisait rentrer quasiment à tous les matchs. Et même pour Gasset, il préfère aller chercher un mec comme Negoué, qui a 22 ans et qui est un peu un taulier de la réserve, plutôt que d'aller donner de la confiance à Soglo, qui est un joueur qui lui plaît pas. Alors que moi, je suis d'accord avec toi, il me plaît plutôt aussi, j'aime bien. Mais bon. Il y a Pegas 13 qui propose un autre jeune prometteur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, qui s'appelle Joaquin Correa. C'est bien tenté. Alors c'est là, bien tenté, mon Pegas Dieu, 13. quelle erreur! Ouais. Elle aura Vous l'avez senti venir quand même, non? Dès le début, vous l'avez senti venir. Certains Non, l'ont dit Correa, ici, c'est vrai. Idriss notamment, tiens, on va lui rendre un petit hommage. On le retrouve jeudi au match. Tous les deux, on sera avec Idriss. Il l'a dit dès la première minute. Ouais. Ce qui est incroyable d'ailleurs dans cette histoire. Pas le bon endroit. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'en plus, le gars, il rentre à Lille et on n'a déjà plus beaucoup d'espoir. Il y a un bon coup franc à tirer. Et tu as Aubameyang, Verretou, qui sont quand même des bons tireurs de coup franc. Et lui qui arrive, il dit non, c'est moi, les gars. Bon, et il tire. Ma foi. Samba Tapi nous dit Franck Hez semble arriver au bout de son histoire avec Lens. Je trouve que son attitude, son discours ont changé ces derniers temps. Peut-être le moment de le récupérer. Moi, je vous proposais Franck Hez avant Sampaoli. C'est Donc, vrai. Enfin, après Sampaoli. Non, après Sampaoli. Après Sampaoli. Donc, je vais pas. Non, mais là où il a raison, c'est que je sais pas ce qu'en pense Jeff, qui a peut-être une vision plus globale de la Ligue 1, mais moi, de ce que je vois, j'ai aussi l'impression d'une fin de cycle à Lens. Pas d'une fin de cycle totale des joueurs, mais plutôt d'un épuisement un peu de Francaise à se dire, de toute façon, je pourrais pas faire mieux que ce que j'ai fait. Quoi. Il y a eu, vous avez compris, ces derniers mois à Lens, qui est un club que je suis de relativement près, pour plein de raisons. Il y a quelques tensions, d'ailleurs, depuis le départ de Ghisolfi. On a refait un petit peu l'organigramme. Vous avez vu que Francaise, qui était entraîneur et manager général, a été finalement déchargé de ses tâches de manager général pour ne rester qu'entraîneur. Donc l'hypothèse ou la thèse de la fin de cycle, je peux l'entendre. En revanche, il y a quand même des liens et une envie assez forte d'aller voir plus haut au nord et derrière la Manche, si vous voyez ce que je veux dire, pour Francaise. Et je pense qu'il est très très tenté par une expérience en Angleterre, soit par un club de Première Ligue entre 10 et 20, soit par un très bon club de Championship. Et je pense que si jamais ça doit être le cas, il ira plutôt là-bas plutôt que de rester en Ligue 1. Tu as raison, sauf qu'on est obligé de rappeler l'épisode Julien Stéphan, qui se voyait lui aussi entre 10 et 20 Première Ligue, et qui au final est retourné à Rennes. Il n'a pas eu d'opportunité. Pourtant, il sort d'un mandat plutôt réussi, son premier mandat à Rennes. Je te dis, il est jeune, il a du potentiel. C'est le fils du champion du monde, Guy Stéphane. Il n'a rien trouvé. Donc, les coachs français n'ont pas non plus une hype de fou en Angleterre. Donc, effectivement, Francaise pourrait trouver. Mais s'il ne trouve pas, est-ce que finalement, l'OM, ce n'est pas un beau défi pour un mec comme Francaise ? Francaise s'est associé à une compagnie d'agents qui, effectivement, Après, vous en avez, et tu as veut bien raison le placer à Brighton. Romain, À Brighton. et
Ouais, et il y en a un deuxième qui piaffe d'impatience, mais qui, je pense, peut avoir un profil très intéressant pour l'OM, mais il faudra arriver à le convaincre, c'est Will Steele. Voilà. Vous savez que je vous en ai dit aussi beaucoup de bien. J'aime beaucoup Will Steele. J'aimerais bien le voir à l'Olympique de Marseille. Ça matcherait avec l'OM. En termes enfin, le gars a une personnalité, il pétille, il est jeune, il est novateur, il est prêt à prendre des risques, il n'hésite pas à aller au carton avec les gens si jamais il pense que ses idées sont les bonnes. Voilà, c'est une personnalité que je trouve très intéressante de la Ligue 1, Will Steele, dans un autre genre que Franck Hayes. Je trouve aussi totalement, et ben, il y a A793 qui nous parle d'une autre piste. Lui, il nous dit « Jeff, as-tu des liens avec Habib Beye? Serait-il intéressé pour entraîner l'OM » Bon, je pense que ça, intéressé pour entraîner l'OM, oui. Mais est-ce que tu as des liens avec Habib Beye? Qu'est-ce que tu en penses? Plus que ce que vous pourrez croire, mais en revanche, il fait un boulot de dingue au Red Star. Ça, c'est clair. Il va sans doute, je l'espère, avec Martigues, avec le FCM, Merci. En Ligue Merci, 2. Jeff. Vous savez que je suis jamais bien loin, hein, même si je suis loin géographiquement, je suis jamais loin de vous. J'espère vraiment que le Red Star et Martigues, qui sont deux clubs super, vont remonter en Ligue 2. Et c'est peut-être un petit peu tôt pour Habib Beye. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne le fera pas dans les saisons qui suivent, mais c'est peut-être encore un petit peu frais. Ouais, pareil, si le banc de Reims se libère, par exemple, je pense que ça peut être une bonne idée pour lui. Par exemple. Ce qui est fou quand même pour Habib Beye, pareil, je suis sur la même ligne, hein, je pense que c'est peut-être l'OM, c'est peut-être un peu trop tôt, mais c'est que son adjoint a été nommé entraîneur de Clermont. Donc tu te dis, si l'adjoint d'Habib Beye va à Clermont, Habib Beye, il va où? Il doit aller plus haut que Clermont. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux être entraîneur du Red Star que de Clermont. Clermont, il y a un réseau de recrutement. Je pense qu'ils vont descendre, évidemment. Mais c'est pas. Non, mais dans le sens où l'année prochaine, si les deux restent en poste, ça va pas descendre. Pour moi, si les deux restent en poste l'année prochaine, je pense que le Red Star, avec Habib Beye, une structure qui travaille très bien en national, sera devant Clermont en fin de saison. C'est mon avis. Mais est-ce qu'on parierait pas un nouveau resto? Si tu veux. Mais là, pour le coup, il faut qu'Habib Beye reste, sinon il n'y a pas de pari. Mais sinon, on le fait. Écoute, le Red Star restera à Paris. Oui, mais c'est pas Paris, le Red Star, attention, moi, messieurs. Hein? Le Red Star, c'est pas Paris. Le Red Star, c'est Saint-Ouen, ça n'a rien à voir. Voilà. Et le Red Star, le vrai club historique de la région parisienne, c'est le Red Star. Ce ne sont pas les autres. Le Red Star, c'est à Belgrade. À Saint-Ouen. C'est à Boer. C'est ça qu'on chante dans ce stade. Ah, Boer, pardon, excuse-moi. Oui, mais la commune, c'est Saint-Ouen. Voilà, c'est Belgrade, la phrase célèbre qui chante dans le stade. Voilà. Et Walid Acharchour me bassine suffisamment avec Red Alex. Le sosie d'Idriss. Le sosie d'Idriss, rappelons-le. C'est interchangeable. Ouais. Red Alex nous dit Greg Poirier, super coach à Martigues aussi. On l'avait reçu sur le plateau du Talk. Tiens, et pourquoi pas le revoir d'ici la fin de saison, passer une tête dans un OM au café. C'est pas impossible. Merci à tous de nous avoir suivis. Les amis, merci Jeff. Merci à vous. Je te laisse remettre quelques disques pour finir ta soirée et préparer ce Benfica Olympique de Marseille. Écoute, je vais te dire, une fois n'est pas coutume, je retourne au soleil parce que c'est la première fois depuis 6 mois qu'il fait beau à Paris, donc je vais retourner au soleil. Eh bien écoute, profite, régale-toi. Max, merci. Ciao les amis. C'est à vous. Bonne partie de padel ensoleillée, pourquoi pas? On va s'y remettre. On s'y est remis doucement, j'ai l'impression. Ouais, doucement. Tu nous donneras des nouvelles de ton partenaire de jeu. On espère qu'il a retrouvé un peu son niveau. Romain. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Non, mais tu pourrais, tu joues aussi. On jouait ensemble, effectivement. Et bon, maintenant, on joue plus ensemble, mais pourquoi pas on pourrait jouer aussi au détour d'un restaurant comme on s'en doit un. À la fin de la saison, avec grand plaisir. Avec Loïc Lachaud aussi, qui a la réalisation de cette émission. Quand et qui ça joue. ira mieux, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà contre vous, et après, on ira taper plus haut. Parce que tu penses que je suis moins bon que Bilal. D'accord. Par rapport à ce qui a été dit. Non, mais on fait les échelles. Comme ça, si on ne gagne pas contre vous, on ne dérange pas Bilal pour Je suis effectivement. Alors, tu sais quoi? Je pense que je suis un petit peu en dessous de Bilal, mais je suis pas. Oh, j'adore. Je me chauffe un peu. C'est ce qu'on était venu chercher, messieurs, un peu de bonne humeur, un peu de réconfort après cette défaite à Lille. On en a eu sur un autre sujet, mais on en a eu quand même. Il faut savoir prendre le bonheur là où il est. On se retrouve sur le Phocéen dès ce mardi, 11h, avec un OM au café, avec Romain Héring. Absolument. Voilà. Que demander de plus? Salut à tous les amis.